Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du récent incident du ballon d'observation chinois. Les États-Unis ont abattu un ballon météorologique civil chinois qui était entré dans l'espace aérien américain pour cause de force majeure. Un ballon qualifié d'espion par les Américains. Et comment cet incident est géré jusqu'ici et quelles seraient les conséquences possibles? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau basé à Beijing. Bienvenue dans notre émission. Alors, d'abord, selon vous, quelle est la nature de cet incident? En fait, oui, c'est pratiquement une farce. C'est pratiquement une farce parce que, en fait, cet incident a été provoqué par les relations un peu compliquées de la politique intérieure aux États-Unis. Parce que le Parlement est contrôlé plus ou moins par le Parti républicain, alors que le gouvernement, l'administration, est de Parti démocrate. Aux États-Unis, il y a une tradition. Lorsque la majorité parlementaire est détenue par le parti de l'opposition, le Parlement veut toujours essayer d'empêcher le gouvernement d'agir. Et là-dessus aussi, lorsque le ballon a été perçu par les services aux États-Unis, eh bien, la majorité républicaine du Parlement en a fait une affaire énorme. Donc, c'est le Parlement américain qui force l'administration Biden à agir, à détruire le ballon chinois. En fait, le ballon est complètement innocent, le ballon n'est pas agressif, le ballon n'a rien d'extraordinaire parce que dans le monde, il y a toujours un nombre très important de ballons qui sont flottés dans l'air, dans l'atmosphère. Et personne ne s'occupe vraiment de l'existence des ballons. Vous voulez dire que Biden est un peu forcé à agir? Oui, parce que en fait, lorsque le ballon chinois est entré complètement par une espèce parce que le ballon normalement flotte dans la stratosphère. Normalement, c'est à cette altitude. Il n'est pas dans l'espace souverain d'aucun pays du monde. D'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlé. Non, il n'est pas contrôlé, mais en plus, c'est volé tellement haut que finalement, il y a un peu de limite. Quoique, au niveau international, on n'a pas encore une définition claire de l'espace souverain du ciel. Ce n'est pas. En fait, les Américains avaient prôné 10 000 mètres au-dessus de la tête comme l'espace souverain national, etc. Le ballon volait à peu près plus de 20 000 mètres au-dessus. Donc, cette partie-là n'est pas considérée comme l'espace souverain. D'ailleurs, mais tout de même, pour des raisons politiques, il est aperçu comme une agression à la souveraineté nationale américaine. Donc, non, parce qu'il est qualifié comme ballon d'espion, c'est quand même quelque chose. Non, quelle que soit la nature du ballon. Le fait même que le ballon est entré dans ce qu'on appelle l'espace souverain de son pays, il a le droit de l'abattre, le ballon, effectivement. Mais en fait, le ballon vole tellement haut qu'en fait, il dépasse largement l'espace souverain. Par exemple, vous ne pouvez pas tuer, vous ne pouvez pas détruire un satellite qui vole au-dessus de votre tête parce qu'il est tellement haut, il est tellement surélevé qu'il n'est pas considéré comme dans l'espace souverain de votre pays. C'est ça. Le ballon volait aussi tellement élevé que finalement, il n'est pas considéré comme une infraction dans l'espace souverain. Alors, je continue un peu sur ce que vous dites parce que finalement, la Chine a affirmé après cet incident que des ballons américains ont survolé
aussi sur la Chine à plus de 10 reprises depuis janvier 2022 sans permission de la Chine. Mais selon vous, il y a beaucoup de ballons qui volent. En fait, il y a des ballons qui volent dans toutes les directions dans l'espace. Normalement, comment ce genre d'affaires est géré? Lorsque le ballon volait trop bas, considéré comme une espèce d'infraction dans votre espace souverain, vous avez le droit de l'abattre. D'abattre un ballon. Et dans le passé, dans l'histoire, dans le passé, nous avons aussi réussi à détruire aussi des ballons américains parce que les ballons volaient trop bas. Les ballons étaient vraiment de service militaire, c'est-à-dire c'est une espèce de ballon de reconnaissance militaire qui ont volé trop bas sur la tête de l'espace souverain de la Chine et ces ballons-là ont été détruits. Mais aussi parce que les États-Unis ont déclaré que c'est aussi un ballon d'espion à des fins pas civiles, donc ils ont tout le droit de le battre aussi. Oui, ils ont le droit d'abattre ce ballon sans problème. Le problème, c'est que cette fois-ci, le ballon volait tellement élevé, tellement haut, que cela ne semblait pas à franchir l'espace souverain des États-Unis. En plus, même s'il l'abattait et s'il ne faisait pas tant de tabac au cours de cet événement, je pense que le gouvernement chinois ne dirait rien. Mais seulement, c'est parce qu'ils en ont fait un tel tapage autour du ballon, on doit réagir. On doit dire que finalement, ce ballon est complètement innocent, ce ballon n'a rien d'agressif. Et en plus, si vous avez des preuves pour montrer que c'était vraiment d'un ballon de reconnaissance militaire, puisque le ballon est entre vos mains, il faut le montrer. Il faut montrer l'évidence de cela. Jusqu'à maintenant, les autorités américaines n'ont rien montré. C'est juste ce que je voudrais vous demander, c'est que cette montée en hostilité, à quoi c'est bénéfique aux États-Unis si vraiment il y a une grande montée d'hostilité? Ce n'est pas bénéfique aux intérêts nationaux des États-Unis. C'est tout simplement le Parti républicain regarde tout seulement le bout du nez. Le Parti républicain ne regarde que les intérêts électoraux du Parti républicain. Il ne s'occupe pas de ce qu'on appelle les intérêts nationaux des États-Unis. Non, loin de là. Il ne faut pas croire que tout cela était motivé. C'est ce que je me demandais. Non, il n'y a pas de motivation pour les intérêts nationaux des États-Unis. Non, c'est des motivations politiques pour embarrasser l'administration en place, tout simplement ça. Mais est-ce que de faire la Chine un ennemi ou une concurrence, ça fait un peu les peu de consensus que les républicains et les démocrates peuvent trouver finalement? Il y a un peu d'intérêt politique pour les politiciens au pouvoir, à la fois pour les républicains et pour les démocrates. Car en fait, la société américaine est au bord d'une grave crise sociale. Regardez le nombre de drogués qui augmente rapidement à la campagne américaine. Regardez le nombre d'incitants de tueries, d'assassinats aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de morts à cause de cela que par la guerre, par exemple. Il y a beaucoup d'incidents sur le campus, il y a tueries sur le campus, massacres sur le campus, etc. etc. Et le taux de suicide est tellement important. Puis, sans parler de la confrontation entre les groupes ethniques aux États-Unis, entre les Afro-Américains et les Blancs américains, etc. Donc, la société américaine est au bord d'une grande crise sociale. Et trouver un ennemi extérieur servirait d'une certaine manière à consolider un peu l'unité nationale, soi-disant l'unité nationale, car un ennemi puissant de l'extérieur forcerait la population à oublier momentanément
leur contradiction, leur conflit intérieur. C'est un peu ça. Mais est-ce que si ils vont, par exemple, publier un rapport parce qu'ils ont récupéré les débris, donc est-ce que vous pensez que ça sera fiable? Jusqu'à maintenant, non. D'abord, il faut voir l'évidence, il faut voir l'examen. Si les États-Unis veulent un examen sérieux, ils auraient invité aussi des experts internationaux pour voir cela. Mais en fait, rien n'a été fait. Ce qui prouve que finalement, eux-mêmes, ils savent aussi que c'était une farce. C'était le résultat d'une politique, d'une querelle de politique intérieure au sein même des États-Unis. Ça n'est rien de sérieux. Mais si ils ont fait un examen eux-mêmes, seulement par les Américains, et puis ils vont publier un rapport, c'est quand même, non, ça n'a rien. Médiatiquement, ça va aussi même faire, médiatiquement, les Américains rigolent. Les militaires américains rigolent sur le fait même d'abattre un ballon dit espion par des missiles. C'est complètement fou d'abattre un ballon avec des missiles, car le coût de production d'un ballon, c'est quelques centaines de dollars. Au plus, au minimum, c'est quelques centaines de dollars. Vous pouvez fabriquer un ballon atmosphérique, etc. Alors qu'un missile, pour abattre un ballon, ça coûte des millions de dollars. C'est fou. C'est complètement ridicule. Ce que j'ai compris dans vos explications, c'est que finalement, tous les pays ont le droit d'abattre des ballons, mais la Chine a aussi eu des histoires similaires, mais personne n'a jamais fait une histoire médiatique pour ce genre d'incident. Mais pourquoi, selon vous? Parce que normalement, il y a toujours... En fait, on n'a pas vraiment besoin de ballons pour espionner un autre pays, etc. Nous avons des satellites. Des satellites sont là, des satellites sont de ce genre de service. Tous les pays envoient des satellites dans l'espace. Comme les satellites volent tellement haut, ça dépasse largement ce qu'on appelle les espaces souverains des États. Donc, et on ne les repère pas? Non, on ne peut pas. On peut pas les détruire. On peut pas les détruire. Donc, les satellites sont là pour espionner tous les pays du monde. Chacun sont surveillés par des satellites. C'est normal. Mais quel est l'intérêt de faire une histoire médiatique aussi importante? Quel est l'intérêt pour les États-Unis si Non, parce que le Parti républicain veut d'abord embarrasser l'administration Biden. Pour montrer à l'opinion publique américaine que cette administration est vraiment nulle, incompétent, qui ne peuvent pas, même pour un ballon chinois, elle ne peut jamais faire. Elle attend à ce que le ballon traverse tout le pays, font toutes les missions de reconnaissance sans avoir le moyen d'arrêter cela. Donc c'était d'abord pour embarrasser l'administration Biden. Puis en plus, bien sûr, le Parti républicain maintenant, ou au moins les parlementaires républicains, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle des faucons, c'est-à-dire qui ont une attitude plus ou moins radicaliste à l'égard de la Chine, etc. Ils vont profiter de cet événement pour montrer que la Chine était vraiment l'ennemi des États-Unis. Voilà. Et justement, on voit que pour le moment, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment des déclarations officielles de nature de ce ballon. Il a simplement suspecté d'être un ballon d'espionnage. Mais on voit déjà, il y a des sanctions envisagées pour les entreprises chinoises qui seraient, je cite, impliquées dans des affaires d'espionnage. Qu'en pensez-vous de cela? Bon, c'est toujours un prétexte pour lancer des sanctions. Jusqu'à maintenant, les États-Unis ont lancé beaucoup de sanctions à l'égard des entreprises chinoises et des entreprises technologiques en particulier. À partir de Huawei, etc. Huawei est une entreprise qui fournit
des équipements de télécommunication. Donc c'était principalement une entreprise civile et privée. Mais comme Huawei possède des technologies de pointe à la tête du monde, cela a suscité la peur, la suspicion des États-Unis. Et ils ont lancé une campagne internationale avec leurs alliés, etc., pour empêcher Huawei de se développer dans d'autres marchés du monde. Dans tous les domaines, lorsque les entreprises chinoises, surtout les entreprises chinoises technologiques, qui tentent à devenir des entreprises à la tête du monde, avec des technologies, avec des percées technologiques très avancées, eh bien, les Américains vont essayer d'arrêter le progrès de ces entreprises sous toutes sortes de prétextes. Récemment, ils ont aussi mis l'interdiction sur TikTok qui a aussi fait bruit. Dans le cas de TikTok, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que TikTok est une entreprise chinoise, mais avec des participations très diverses. Car dans le capital de TikTok, il y a beaucoup de capitaux américains. Et de ce point de vue, le succès, la réussite de TikTok au marché américain, etc., suscite des jalousies et des peurs aussi, toutes sortes de peurs. Mais en fait, l'interdiction de TikTok sur le marché américain provoquerait un soulèvement. Parce que les jeunes Américains aiment vraiment le TikTok. Ils aiment vraiment le TikTok. Il y a une espèce d'interaction entre les usagers et les producteurs de petits vidéos de TikTok. Donc, en fait, c'est vraiment cette entrée dans la culture de la jeunesse américaine. Donc, je pense que si le gouvernement ou l'administration Biden prend une décision d'interdire l'usage de TikTok, ça aurait des conséquences politiques assez graves sur l'administration Biden. Et ce qui me fait penser, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a cette volonté de faire la Chine, entre guillemets, ennemie. Et vous avez aussi mentionné le fait que les États-Unis sanctionnent les entreprises qui vont acquérir des technologies de pointe. Et ça me fait penser à ce que les États-Unis ont fait au Japon et à l'Allemagne quand les deux économies essaient de se développer. Donc, mais quand vous avez mentionné TikTok, ça me fait penser, c'est que est-ce que le contexte a changé aujourd'hui parce que en fait, si les États-Unis emploient les mêmes moyens, les mêmes méthodes, est-ce que ça va fonctionner encore ou est-ce qu'il y aura d'autres possibilités? Évidemment, il y a en économie, on dit, il y a problème de dépendance. Quand on a l'habitude d'utiliser les moyens, etc., on est devenu dépendant de ce moyen. Le problème de dépendance existe aussi aux États-Unis. En fait, dans beaucoup de domaines, même pour la définition de grandes stratégies, les Américains semblent un peu ancrés dans leur ancienne mentalité de guerre froide, etc. Ils n'évoluent pas avec le temps. Contrairement aux Chinois. Les Chinois aiment bien évoluer avec le temps. Mais il y a c'est Anthony Blinken, après sa rencontre, justement, après cet incident de ballon avec Wang Yi, il a affirmé, et il y a beaucoup de politiciens américains ont affirmé qu'on ne veut pas la guerre froide. On ne va pas faire la guerre froide avec la Chine. Et vous dites qu'ils sont toujours dans la logique de guerre froide. Mais eux, ils disent qu'on prend la Chine comme un concurrent. Voilà, on ne veut pas de guerre froide. Oh oui, mais c'est ce qu'on appelle la rhétorique. C'est la rhétorique, c'est-à-dire c'est le discours officiel, etc. Le discours officiel de la mission Biden, c'était on ne veut pas faire la guerre froide. Les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis sont très compliquées, donc on veut des relations basées à la fois sur la concurrence, mais aussi sur la coopération. C'était officiellement, c'était la position de l'administration Biden.
Mais en réalité, si vous regardez les grandes stratégies qu'ils ont mises, même dans le rapport de la sécurité nationale prononcé par le président Biden, etc., eh bien, la Chine a été considérée dans ce genre de rapport du gouvernement, considérée comme une menace. Mais Comme vous pensez, une menace, et puis en plus, les méthodes déployées vis-à-vis de la Chine sont de l'ancien temps. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que la Chine aujourd'hui se trouve à la même place que le Japon et l'Allemagne à l'époque? Non, c'est plutôt à la place de l'Union soviétique. Les États-Unis considèrent la Chine comme l'Union soviétique, alors que la Chine n'a rien de semblable avec l'Union soviétique. C'est ça le grand problème. Il y a bien sûr encore des chercheurs américains qui sont suffisamment lucides pour dire que finalement la Chine n'est pas l'Union soviétique élargie, la Chine, les relations entre la Chine. Donc il y en a qui sont suffisamment lucides pour dire ça, mais seulement ceux-là ne sont pas au pouvoir. Et les analyses claires et lucides ne sont pas écoutées. Mais ce qui est inquiétant, je pense que le monde regarde de près la situation parce que il se demande est-ce que la Chine et les États-Unis, comment vont-ils gérer ce genre d'affaires? Par exemple, il y a cet incident et il y a parfois, on inquiète qu'il y a une escalade de la situation. Donc aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a une volonté de faire la Chine l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on attend dans le futur? Parce que ce genre d'incident en quelque sorte inévitable. Ce genre d'incident va se multiplier dans l'avenir. Il va y avoir de plus en plus d'incidents de ce genre. Tout dernièrement, il y a un avion de reconnaissance chassé par des avions chinois dans la mer du Sud. Et puis c'était aussi parce que l'avion de reconnaissance américaine s'approchait trop de l'espace souverain de Chine, non seulement de l'espace, mais aussi de la mer souveraine de Chine. Et puis, on a envoyé des avions de chasse pour les expulser, etc. Mais ça aussi a provoqué des critiques de toutes sortes aux États-Unis. Oui, mais ce genre de situation va continuer, parce que les Américains se croient tout permis. Dans le monde entier, les Américains envoient des avions de reconnaissance partout dans le monde. Eh bien, c'est pour cela que cette fois-ci, le comportement américain en Europe, par exemple, en Ukraine, etc., suscite beaucoup de critiques dans le monde des pays en développement, par exemple. Dans le monde des pays en développement, il y a beaucoup de critiques. Vous voulez dire dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils pensent que, en fait, l'intervention des États-Unis en faveur de l'Ukraine était une espèce d'arrogance insupportable. Et suite à cet incident de ballon, on voit que l'armée américaine ensuite a abattu plusieurs objets volants en espace de 10 jours. Il y en a, ils ont dit, c'est aussi des ballons chinois, et puis il y a aussi d'autres qui étaient non identifiés. Donc, pourquoi ce genre de suite Non, parce que c'est un peu fou. C'est devenu une farce dans la politique intérieure américaine. Le moment où l'administration a donné l'ordre d'abattre un ballon chinois, soi-disant de reconnaissance, eh bien, quelqu'un dit qu'il y a encore d'autres ballons qui survolent au-dessus de notre tête, il faut les abattre aussi. Donc, l'administration a été obligée de donner l'ordre d'abattre les ballons. Alors, pensez-vous que ce genre d'affaires, d'incidents, qu'on parlait de ce genre d'incidents où vous dites que ça va multiplier peut-être dans le futur, est-ce que ce genre d'incident va en quelque sorte grignoter un peu à peu la confiance mutuelle entre la Chine et les États-Unis? Donc finalement, maintenant, il n'y a plus de confiance. En fait, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les hommes politiques américains et chinois.
Donc finalement, ça Ah va ouais. continuer, ça va continuer, mais tout simplement, je pense que pour le moment, l'administration veut encore contrôler un peu le processus d'avancement de l'hostilité vers la Chine, parce que l'administration n'était pas sûre de la conséquence de ce genre de confrontation et de conflit Hmm. entre la Chine et les États-Unis. Donc l'administration, jusqu'à maintenant, veut encore mettre une espèce de sourdine sur la montée de l'hostilité vers la Chine. Hmm. Et jusqu'à maintenant, c'est pour ça que Blinken, bien sûr, a repoussé son voyage en Chine, mais Mme Yellen a exprimé son désir de venir tout de suite, parce que, en fait, les États-Unis ont beaucoup de difficultés sur le plan fiscal, financier, surtout sur le plan de la finance publique. Et là-dessus, les États-Unis veulent aussi trouver une espèce de modus vivendi avec la Chine. Surtout, si possible, d'avoir un peu de soutien de la part de Chine pour traverser une période un peu tumultueuse. Revenons un peu sur la relation bilatérale, parce qu'il y a d'un côté les États-Unis qui a un intérêt des hommes politiques de faire la Chine ennemie. Donc comment la Chine doit réagir? Est-ce que parce que c'est quand même des situations nouvelles un peu à la Chine, Oui. dans le développement de la Chine. Donc pensez-vous que jusqu'ici la réaction de la part de la Chine est pertinente, et comment les choses doivent être gérées dans le futur selon vous? En fait, les dirigeants chinois, comme maintenant, restent calmes et rationnels. On ne va pas tomber dans le piège dit de Thucydide, c'est-à-dire dans un piège de rivalité entre les grandes puissances, dans un piège. On a nos intérêts dans le monde et on ne veut pas suivre la logique de confrontation, de guerre froide avec les États-Unis. Ça ne correspond pas aux intérêts de la Chine, ça ne correspond pas surtout aux intérêts de la Chine dans cette phase de développement. Donc on reste très calme, on reste très stable et on ne veut pas laisser la situation se développer en dehors de notre contrôle. Donc on contrôle la situation, on veut maintenir des relations, disons, stables. On veut maintenir les relations bilatérales stables, ni ennemis, ni amis, ni partenaires. Maintenant, on ne peut plus parler de partenariat avec les États-Unis, alors qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce sont les Américains qui sont venus nous voir pour essayer de construire des relations de partenariat stratégique avec la Chine. C'était le président Clinton qui avait dit ça, c'était George Bush aussi, qui avait dit ça, c'est Obama, jusqu'à l'administration Obama, les Américains voulaient encore construire un partenariat avec la Chine. Ils parlaient de la construction d'une espèce de Chimarika, donc de Chine et Amérique, pour en faire des liens dits stratégiques de coopération. Maintenant, ce sont les Américains qui veulent renverser la situation, qui veulent faire de la Chine le plus grand ennemi du monde et de tous les temps. Eh bien, la Chine attend. La Chine attend. La Chine prend des attitudes passionnelles. La Chine ne veut pas être impliquée dans ce genre de rivalité. La Chine va regarder les événements un à un et pas de faire systématiquement des relations bilatérales, des relations de confrontation et de conflit. Je vous remercie, M. Ding, merci pour vos éclairages. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.